Bonjour à tous. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un texte absolument fondamental pour quiconque s'intéresse à l'urbanisme ou à l'immobilier au Maroc, la fameuse loi numéro 2590. C'est en quelque sorte la règle du jeu suprême qui régit les lotissements, les groupes d'habitation et les morcellements. À travers ce décryptage, on va suivre le parcours assez fascinant d'un simple terrain brut. On va voir exactement comment cette immense machinerie juridique se met en route pour le transformer en un espace légalement constructible. On a très souvent cette image en tête, être propriétaire d'un terrain, c'est la liberté totale. On pourrait facilement se dire qu'il suffit de tracer une ligne imaginaire au milieu de son champ, d'en vendre la moitié et le tour est joué. Eh bien, on va garder cette question en tête tout au long de notre parcours. Peut-on vraiment diviser son terrain comme on l'entend ? La réalité sur le terrain est tout autre. Ce droit de propriété est encadré par des règles d'urbanisme hyper strictes. Pourquoi ? Tout simplement pour garantir notre sécurité et l'hygiène publique. Et c'est exactement là que notre loi intervient, avec une rigueur assez impressionnante. Voici notre plan de vol pour aujourd'hui. On va commencer par définir ce qu'est un lotissement, comprendre le parcours pour obtenir l'autorisation, voir ce qui se passe sur le chantier avec les travaux, faire la nuance avec les morcellements, explorer la zone de danger des lotissements irréguliers et on terminera avec les sanctions pénales qui, croyez-moi, ne plaisantent pas du tout. Première étape de notre analyse, définissons le cadre légal. Concrètement, qu'est-ce qu'un lotissement au regard de la loi ? L'article 1er de cette loi est crucial. Et c'est un peu comme un filet à maille ultra fine. Regardons les mots employés par le législateur. Il parle de « toute division » en 2 ou plusieurs lots. Et la mention qui change tout, c'est « quelle que soit la superficie ». C'est fou, non ? Ça veut dire que dès l'instant où on a la moindre intention de construire, que ce soit pour une maison, une usine ou un commerce, le simple fait de diviser son terrain en 2 enclenche immédiatement cette énorme machine légale. Il n'y a aucune petite exception, aucune faille pour échapper au statut officiel de lotisseur. On passe à notre deuxième étape. On connaît la définition. Mais maintenant, comment gagne-t-on le droit de diviser ? Bienvenue dans le parcours bureaucratique, l'autorisation de lotir. La toute première règle ici, c'est qu'il est formellement interdit de faire cavalier seul. Impossible de bricoler ça dans son coin. Le propriétaire a l'obligation légale de constituer ce qu'on pourrait appeler une vraie équipe de choc. Il nous faut un architecte pour dessiner le projet, un géomètre agréé pour caler les plans sur la réalité du terrain, des ingénieurs pointus pour concevoir les réseaux d'eau ou d'électricité, et enfin un coordonnateur qui va jouer le rôle de chef d'orchestre pour s'assurer que tout roule. C'est gravé dans le marbre des articles 13 à 17. Une fois notre équipe assemblée, il faut monter un dossier en béton armé à soumettre au président du conseil communal. Ce dossier repose sur 4 piliers indispensables. En un, le terrain doit obligatoirement être immatriculé à la conservation foncière, sinon le plan topographique ne vaut rien. Ensuite, il y a les plans d'urbanisme, puis les études techniques bien complexes de nos ingénieurs. Et enfin, le quatrième pilier, la véritable pièce maîtresse du puzzle, le fameux cahier des charges. C'est ce document qui va dicter la loi dans le futur quartier, de la taille des maisons jusqu'au trottoir. Bon, le dossier est déposé. Et là, le compte à rebours commence. Tic-tac. Si le terrain se trouve dans une zone couverte par un plan d'aménagement, un silence de l'administration pendant 3 mois se transforme magiquement en autorisation tacite. Plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, ce droit est éphémère. L'article 11 impose une véritable course d'obstacles. Si les travaux sur le terrain ne sont pas finis au bout de 3 ans, l'autorisation s'autodétruit. Elle expire tout simplement. Et on repart de zéro. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point, l'équipement et les travaux. Fini de noircir du papier, place aux pelleteuses et à l'action sur le terrain. Il faut bien comprendre qu'un lotisseur ne se contente pas de vendre de bouts de terre. Il construit littéralement un morceau de ville. La loi dresse une liste qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Impossible de diviser sans goudronner des routes, tirer des câbles électriques, creuser des égouts ou même prévoir des parcs et des espaces verts. Et si le projet est dense, comme de grands immeubles par exemple, la loi exigeait même que les lignes de télécommunication soient installées d'office. C'est du clé en main obligatoire. Alors ce tableau, c'est peut-être la partie la plus fascinante de cette loi parce qu'il incarne une vraie logique de solidarité urbaine. L'article 31 dit en gros au promoteur « Plus tu vas ramener de monde sur ce bout de terre, plus tu dois nous donner de l'espace gratuitement pour les équipements publics. » Regardez la mécanique. Plus la taille des lots baisse, plus la taxe en nature grimpe. Pour des micro-lots des moins de 100 mètres carrés, le lotisseur doit amputer jusqu'à 50% de son terrain initial pour faire des routes et des places publiques, sans recevoir un seul centime de compensation. La moitié du terrain s'envole au profit de la communauté. Bon, les travaux sont finis, on sabre le champagne et on vend ? Surtout pas. Il y a l'épreuve incontournable de la double inspection par la commune. Premier round, la réception provisoire. Une commission débarque pour vérifier au millimètre près si le goudron et les tuyaux correspondent bien au plan initial. C'est uniquement ce précieux papier qui débloque le droit de vendre. Et le deuxième round arrive 1 an plus tard avec la réception définitive. C'est une sorte de garantie décennale version express. On s'assure qu'aucun trottoir ne s'est effondré avant que la ville n'en devienne définitivement propriétaire.
Quatrième étape de notre parcours, il est temps de lever le voile sur deux concepts juridiques qui gravitent autour de la loi 2590, les groupes d'habitation et les morcellements. On confond souvent les deux, mais la nuance est capitale. On l'a vu, le lotissement, c'est couper pour construire. Le morcellement, lui, c'est diviser un terrain, mais sans intention d'y bâtir quoi que ce soit. Sauf que, même si on ne construit rien, couper un terrain situé en zone urbaine demande quand même une autorisation préalable de la commune. L'idée, c'est d'empêcher les gens de saucissonner leurs terres n'importe comment, ce qui finirait par bloquer complètement le développement futur des routes ou des quartiers de la ville. Autre notion très intéressante, le groupe d'habitation. Imaginez un immense terrain. On se dit, au lieu de diviser pour vendre, je vais juste construire 5 villas dessus et tout garder à mon nom. Malin, non? Eh bien, la loi l'a vu venir. L'article 57 est formel. Faire ça, c'est considéré comme un groupe d'habitation. Et devinez quoi? Ça tombe sous le coup des mêmes règles hyper strictes que le lotissement classique. Impossible de contourner l'obligation de faire des routes ou des égouts en jouant sur les mots. Cinquième partie de notre présentation et on entre ici dans ce qu'on pourrait appeler la zone de danger rouge vif, les lotissements irréguliers. Que se passe-t-il quand on essaye de filoter la loi? C'est quoi au juste une irrégularité dans ce domaine? Évidemment, faire un lotissement en cachette sans aucune paperasse, c'est complètement illégal. Mais ça va plus loin. Si on a son autorisation en poche, mais qu'on décide discrètement de grignoter 1 mètre sur la largeur de la route pour faire des lots plus grands ou d'utiliser des tuyaux bas de gamme, boum, le projet devient instantanément un lotissement irrégulier. La conformité avec les plans de départ doit être totale et absolue. Et face à des promoteurs qui jouent avec la sécurité ou l'hygiène publique, l'État a une arme absolument redoutable dans son arsenal, l'expropriation. Si un quartier devient dangereux ou impraticable, les pouvoirs publics ne demandent pas gentiment. Ils peuvent saisir les terres de force pour raser, réaligner, ouvrir de vraies routes et brancher des égouts. C'est l'intérêt général qui écrase l'intérêt privé. Mais attendez, il faut bien payer pour ces travaux de sauvetage. Et c'est là que l'article 52 fait l'effet d'une bombe. Qui passe à la caisse? La facture est divisée en deux. Moitié pour le lotisseur qui a triché et l'autre moitié pour les gens qui ont acheté les lots. Oui, 50% à la charge des acquéreurs. C'est une information cruciale à retenir. Acheter un terrain pas cher dans un lotissement louche, c'est prendre le risque colossal de devoir payer une fortune des années plus tard pour financer des routes qui auraient dû être là dès le départ. Ce qui nous conduit tout droit à notre 6e et dernière partie. Si tout ça n'a pas suffi à dissuader les fraudes, attendez de voir les sanctions et les conséquences pénales. On est sur des enjeux considérables. 1 million de dirhams. C'est le plafond de l'amende prévu par la loi. Et attention, ce n'est pas juste pour ceux qui divisent sans autorisation. C'est aussi la peine maximale pour un promoteur qui essaierait de vendre ou même de louer un bout de terrain avant d'avoir obtenu la fameuse réception provisoire de la mairie dont on a parlé tout à l'heure. Et le pire, chaque vente illégale est comptée comme une infraction séparée. Imaginez la facture si le promoteur a vendu 50 lots illégalement. C'est vertigineux. Et le législateur a pensé à tout. Pour éviter que les professionnels ferment les yeux, l'article 67 désigne toute l'équipe technique comme co-auteur de l'infraction. Le promoteur est condamné, bien sûr, mais l'architecte qui a fait les plans illégaux plonge avec lui. L'entrepreneur qui a coulé le goudron, l'ingénieur, le topographe, tout le monde est embarqué dans le même bateau pénal. C'est une façon très efficace de s'assurer que personne dans le métier ne cautionne ce genre de dérive. Sur le plan civil, la sanction est d'une violence juridique inouïe, la nullité absolue. Ça veut dire que n'importe quelle vente faite en contradiction avec cette loi est littéralement balayée. Les notaires ou la conservation foncière ont d'ailleurs l'interdiction de valider ces transactions sans les bons papiers de la commune. Si on essaie de passer en force, pour la justice, c'est très simple. Ce contrat n'a jamais existé. Le document ne vaut même pas le prix du papier sur lequel il est imprimé. Et on termine ce parcours avec cette citation de l'article 68 qui fait froid dans le dos. Il n'y a pas de discussion possible, pas d'arrangement. Le tribunal est tenu d'ordonner la démolition de tout ce qui a été fait illégalement et bien sûr aux frais de celui qui a triché. Tout ça nous montre bien à quel point transformer un terrain est un privilège encadré au millimètre. Alors face à une loi aussi puissante et protectrice de l'espace public, on est en droit de se poser cette question fascinante. Au fond, être propriétaire de son terrain, est-ce vraiment un droit absolu ou juste une concession temporaire que la société nous accorde sous haute surveillance? Je vous laisse y réfléchir, à très vite.